Bonjour à tous et bienvenue en direct de ce 53e Salon de l'Agriculture pour votre émission Terre d'Info, le JT, comme je vous le disais en direct et au cœur de ce salon pour une actualité qui est tout à fait dense aujourd'hui puisque nous avons la visite de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez, mais aussi de Bruno Le Maire et nous traiterons de sujets qui sont au cœur là aussi de ce salon, notamment le lancement d'une nouvelle marque producteur, la marque Terreléo Pro. On va parler éducation des risques d'utilisation des produits phytosanitaires et aussi de multiplication de crises sanitaires. On va voir comment on arrive à se prémunir de ce genre de crise et un débat consacré en fin d'émission, maintenant vous le savez, aujourd'hui à la forêt et au réchauffement climatique. Mais vous savez que vous pouvez réagir en direct, là aussi, tout au long de ce JT. Pour ça, c'est bien simple. Vous avez votre site internet www.campagneTV.com ou notre hashtag TDIJT. Vous êtes prêts? On y va. Actualité. Je vous le disais, ce salon est marqué par la visite de politique ce mardi, est marqué par la visite de Marine Le Pen. On la découvre en duplex maintenant. Est une situation catastrophique. On le dit chaque année, mais l'urgence c'est maintenant. Les mesures qui auraient dû être prises il y a 2 ans n'ont pas été prises. Aujourd'hui, on parle encore de négociations. On essaye de faire de cette crise un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Il faut faire le bras de fer avec Bruxelles maintenant. Stop, c'est terminé. Moi, je crois que pour sauver la peau des éleveurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est très clair. Parce que cet homme-là, c'est l'homme qui défend toutes les mesures qui sont en train de tuer l'agriculture française. Vous dites faire la peau, c'est quoi? C'est-à-dire la démission de Phil Hogan? Bien sûr, évidemment. Il faut obtenir sa démission. C'est un homme qui soutient, avec la complicité du gouvernement français, tout ce qui tue aujourd'hui notre agriculteur. C'est lui qui a contribué à interdire l'étiquetage des viandes nées, élevées, transformées. C'est lui qui défend le dumping social intra-européen. C'est lui qui refuse qu'on mette en place des mesures pour ne pas importer des productions qui sont produites avec des moyens qui sont interdits en France, ce qui est une concurrence absolument déloyale. C'est lui qui défend les accords de libre-échange avec des géants mondiaux qui vont évidemment nous écraser, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Madame Le Pen, est-ce qu'il est acceptable de siffler, de huer un président de la République ou un Premier ministre? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il y a un débat beaucoup plus grave aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est acceptable d'assassiner l'agriculture française? Est-ce qu'il est acceptable de laisser tuer les éleveurs français? Est-ce qu'il est acceptable d'effondrer un des piliers de l'économie de la France? Eh bien, moi, je trouve que ça n'est pas acceptable. Alors, je vais vous dire une chose très claire, et ça va tout résumer. Je soutiens de manière inconditionnelle les éleveurs. Vous m'entendez? Inconditionnel. Quoi qu'il arrive. Inconditionnel. Merci beaucoup. Retour sur le plateau de Terre d'Info, le JT. On retournera dans les allées du salon tout à l'heure en compagnie de Laurent Wauquiez et de Bruno Le Maire. Je vois Laurent Wauquiez, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Laurent Wauquiez, vous êtes nouveau président de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous le savez là aussi, et vous rencontrez depuis ce matin un certain nombre d'éleveurs et d'agriculteurs qui sont en crise. Et justement, la compétence économique de la région va vous permettre aujourd'hui de redéfinir peut-être une stratégie agricole à l'échelle de votre nouvelle grande région. Quel message êtes-vous venu passer justement à vos agriculteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne? Pour moi, c'est très simple. Nos agriculteurs ne demandent pas des primes, ils demandent des prix. Et l'objectif, c'est que la région puisse les aider là-dessus. Si on veut défendre notre agriculture, la première chose, c'est d'acheter les produits de notre agriculture. Et aujourd'hui, dans nos cantines, dans nos lycées, nos collèges, nos maisons de retraite, nos hôpitaux, on n'achète plus les produits de l'agriculture française. Donc un de mes objectifs, c'est de remettre les produits de l'agriculture dans l'assiette. J'ai commencé à le faire dans ma ville du Puy. On va le faire maintenant à l'échelle de notre région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ce que je voudrais, c'est que le gouvernement comprenne enfin que ça, c'est des idées de bon sens et qui peuvent aider nos agriculteurs. Alors justement, ça sous-entend de remanier peut-être même les démarches d'appel d'offres publics pour pouvoir justement peut-être prioriser les agriculteurs localement. Ça aussi, vous y pensez comme moyen d'action? Je vais vous dire ce que ça suppose surtout, c'est que ce soit les politiques qui décident. En France, aujourd'hui, on a des politiques qui ont abandonné, qui laissent les fonctionnaires décider à leur place et qui, du coup, ont plus pris la main sur les marchés publics. Si on veut que ça marche, il faut tout simplement des politiques qui assument leur rôle,
Et moi, j'assume mon rôle de dire « je veux qu'on consomme français dans les cantines de notre pays ». Est-ce qu'il y a d'autres moyens, j'allais dire, économiques et d'autres leviers que vous pouvez actionner justement au niveau régional pour aider les agriculteurs? Moins de normes, moins de paperasse, moins de contraintes administratives. On n'en peut plus. Les agriculteurs en ont ras-le-bol. Et donc, on va faire tout un travail avec les agriculteurs de notre région pour regarder dossier par dossier comment est-ce qu'on peut mettre moins de contraintes. Je vais vous donner un exemple. On a souffert de la sécheresse cet été et dans le même temps, on interdit à nos agriculteurs de faire des retenues collinaires ou des réseaux d'irrigation. Ben ça, c'est le genre de choses qui me mettent hors de moi. Je veux qu'on retrouve le bon sens. Mais ça veut dire que les élus régionaux peuvent aujourd'hui avoir suffisamment de poids au niveau national pour pouvoir faire changer les choses. Quand on n'est pas parlementaire, est-ce qu'on peut réellement le faire aujourd'hui? Oui, parce que maintenant les régions ont un très grand pouvoir. On gère toutes les aides européennes. Le gouvernement visiblement refuse d'entendre et de comprendre ce qui se passe. Il faut que dans les régions, on montre que nous, on est capable de changer la donne. Alors justement, vous parliez de moins de normes. Le président de la République a annoncé samedi justement la mise en place d'un comité des normes pour justement éviter toute norme supplémentaire. Là aussi, est-ce que vous croyez que cette proposition va dans le bon sens? Ça fait combien de temps qu'ils nous en parlent? Ça fait combien de temps qu'on nous dit on va mettre moins de normes sur les agriculteurs et à l'arrivée, il y en a toujours plus? Moi, plutôt que d'attendre ce qui vient de Paris, je préfère que dans notre région, on fasse le travail. Et mon objectif, c'est qu'on montre qu'en Rhône-Alpes-Auvergne, on sera demain la région qui soutiendra le plus ses agriculteurs. Comment on fait justement quand on est à l'échelle maintenant d'une nouvelle grande région pour adopter une stratégie, j'allais dire, de marque Rhône-Alpes-Auvergne vis-à-vis du consommateur? Parce que c'est vrai que maintenant vous avez à la fois une stratégie agricole, vous devez mêler une stratégie agricole à la fois d'élevage mais aussi végétale. Et comment on peut justement faire en sorte que le consommateur s'y retrouve aujourd'hui? Tout simplement informer le consommateur. Et un de nos chantiers, c'est d'essayer d'apporter l'information au consommateur de où sont produits les denrées qui lui sont proposées. Donc on est en train de réfléchir à mettre en place une marque, Rhône-Alpes-Auvergne, qui s'appellera Fabriqué chez nous et qu'on pourra apposer sur tous les produits qui seront en vente dans les grandes surfaces et dans la grande distribution. Et ça, je pense que ça peut changer aussi la donne. Ce n'est pas toujours de l'argent dont on a besoin, c'est en revanche une vraie détermination à soutenir l'agriculture. Merci Laurent Wauquiez, bon salon à vous pour cette journée que vous consacrez, je crois, à votre grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Merci. Merci. Retour donc sur le plateau en compagnie de Antoine Herrion, bonjour. Vous êtes président du GIE Terre de Communication et vous avez lancé hier, en plein cœur de ce salon, une nouvelle marque producteur, Terre Oléopro. Qui est une marque filière. Filière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement de tous les acteurs, de l'amont à l'aval, donc de l'agriculteur jusqu'au transformateur. Et donc on a mis en place hier cette marque Terre Oléopro pour faire son apparition dans les rayons du consommateur avec Fleur de Colza qui va être le premier produit qui va porter notre marque. Alors ça s'est fait au bout de 2 années de concertation avec tous les acteurs. Notre souhait, c'est d'avoir un lien interactif avec le consommateur, en quelque sorte un lien du champ à l'assiette. Et donc l'objectif de Terre Oléopro, c'est de montrer avec 5 engagements, puisqu'on a montré hier avec une charte d'engagement ces 5 engagements, garantie d'origine, garantie de bonnes pratiques agricoles et industrielles, agriculture raisonnée, sûreté dans le process industriel, également protection continue, progrès continu et innovation, et puis engagement social et sociétal. On a des garanties à proposer aux consommateurs pour montrer la qualité et la diversité de nos produits. Et je rajouterai aussi que pour Terre Oléopro, c'est aussi, dans Terre, il y a territoire. C'est aussi l'empreinte que l'on laisse sur le territoire en termes d'emploi, en termes de protection de l'environnement et des ressources. Bref, je dirais une vérité dans les pratiques à tous les niveaux pour que le consommateur puisse avoir la certification des produits qu'il consomme. Alors pourquoi c'était si important pour la filière huile et oléoprotéagineux, parce qu'elle est plus large que celle des huiles, c'est aussi le diester par exemple, c'est tout ce qui est issu du végétal. Pourquoi c'était si important de créer un label pour que le consommateur reconnaisse ces produits? Je crois que c'était important pour nous parce qu'on a vraiment une envie que le consommateur connaisse la réalité de nos métiers.
la réalité de nos métiers, c'est des efforts au quotidien, à tous les niveaux. D'abord les agriculteurs, les producteurs qui, de la semence à la récolte, produisent tout au long de l'année dans un souci de qualité et de préservation de l'environnement. C'est aussi un souci et en tout cas un engagement au quotidien pour les transformateurs qui transforment les graines en huile, en protéines. Et c'est aussi pour le consommateur la visualisation d'un produit made in France, un Oléopro de France qui va atterrir dans son assiette, soit en huile, la bouteille d'huile, fleur de colza, soit bientôt dans la margarine, les produits Saint-Hubert vont bientôt nous rejoindre, soit via les tourteaux de colza, les tourteaux même de soja. Le soja pour l'alimentation animale. Hein, pour l'alimentation animale. Tout ça montre que des produits issus des territoires français atterrissent dans l'assiette du consommateur. Et tout au long de la chaîne, eh bien, il y a un lien, il y a une réalité, une interactivité, une traçabilité qui est visible. Alors aussi, on retrouvera justement ce logo sur tous les produits en grande surface. Hein. Le logo, vous pouvez nous montrer. Alors le logo Terre Oléopro, le voici. Donc vous le verrez apposé sur tous les produits qui porteront la marque Terre Oléopro. Et derrière ça, nous, on a également l'ambition d'avoir une interactivité entre le consommateur et tous les acteurs de la filière. Et c'est important, notre concept, c'est un concept de marque filière qui réunit tous les acteurs en interactivité avec le consommateur qui est aussi un citoyen. Et on a effectivement l'ambition aussi de conjuguer les aspirations sociétaux à la marque Terre Oléopro. C'est important de le rappeler, c'est toute une filière qui se structure et on voit bien que la contractualisation dont a parlé justement le président dans ses propos samedi va aussi dans ce sens-là. Merci Antoine Herrion. Merci à vous. On repart dans les allées du salon, retour sur la visite d'hier de Bruno Le Maire qui nous a accordé là aussi une interview exclusive. Je vous propose de la découvrir. Bruno Le Maire, vous êtes le seul politique à faire une visite de 3 jours ici sur ce salon. Quelle est justement la signification de cet investissement aujourd'hui ? C'est une façon de donner de la considération aux paysans français. Aujourd'hui, la situation est très difficile dans toutes les filières. Je pense qu'il faut prendre son temps auprès des paysans pour les écouter, voir les solutions sur lesquelles ils travaillent et puis proposer soi-même sa vision de l'avenir de l'agriculture française. Ça demande du temps, donc je prends mon temps. Vous avez écrit une lettre ouverte, justement, Notre agriculture se meurt, au président de la République. Il a fait un certain nombre de propositions avant-hier. Est-ce que vous vous êtes senti écouté ? Il y a des propositions que vient d'annoncer aussi Manuel Valls qui vont dans la bonne direction. Je pense en particulier à tout ce qui touche l'allègement des normes. Mais je le redis, le vrai combat pour l'avenir de l'agriculture française se jouera au niveau européen. Il faut redresser la France, lui redonner une vraie puissance économique, lui redonner une vraie puissance politique pour qu'elle puisse peser ensuite au niveau européen et dire attention, la direction qu'est en train de prendre l'agriculture européenne n'est pas la bonne. Si vous voulez une agriculture forte, il faut des marchés régulés. Marché régulé, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte aucune des lois du marché, qu'on ne respecte pas la loi de l'offre et de la demande. Ça veut juste dire que lorsqu'il y a une crise, lorsque le prix s'effondre, ce n'est pas le producteur qui amortit le choc tout seul, c'est l'Union européenne qui est capable d'accompagner les producteurs, de faire du stockage pour redresser les prix, qui est capable d'intervenir pour aider les producteurs. Moi, je plaide vraiment avec beaucoup de force là-dessus. Retour sur le plateau de votre magazine Terre d'Info, le JT. Je rappelle que vous pouvez réagir. Pour ça, il y a le hashtag TDIJT, donc n'hésitez pas. Là aussi, Twitter marche à fond et nos réseaux sociaux également. Notre invité suivant, c'est Julien Durand-Réville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable santé à l'UIPP qui est l'Union de l'industrie de la protection des plantes, qui regroupe les entreprises qui développent et mettent sur le marché les solutions pour protéger les cultures. Alors ce qu'on voulait voir avec vous justement, c'est vrai que les pesticides sont au cœur de pas mal de discussions en ce moment. On voulait voir justement comment on réduit les risques, notamment auprès du public agricole. Exactement. Alors il y a deux options qui s'offrent à nous et qui sont évidemment complémentaires. Pour réduire les risques des utilisateurs, il faut soit travailler sur les produits pour en réduire la dangerosité, soit travailler sur les expositions pour les réduire. Alors la recherche de l'industrie s'axe évidemment sur les deux volets. Pour réduire la dangerosité des produits, voilà, c'est le travail de recherche et développement au cours des années. Si l'on compare par exemple en 60 années de progrès les produits utilisés aujourd'hui, pour traiter un hectare aujourd'hui, on a besoin de 34 fois moins de quantité de produits parce qu'ils sont plus ciblés. C'est important, ce chiffre, il est énorme quand même, 34 fois moins, parce qu'on n'imagine pas. Pour traiter un hectare, effectivement. Ouais. Et en parallèle, contre l'idée reçue qui est de dire mais ils sont plus toxiques, ce n'est pas le cas, puisque la toxicité des matières actives, elle, a été divisée par 8,5 dans le même laps de temps.
Mais ce sont des produits qui sont autorisés sur le marché, donc qui se dégradent malgré tout et qui sont dans des normes autorisées, c'est bien ça? Exactement, l'encadrement est assez réglementé, c'est d'ailleurs le plus réglementé, le plus strict au monde, comme le rappelle la Commission européenne régulièrement. C'est un processus qui avance dans le temps, puisque avec les nouvelles connaissances scientifiques, un certain nombre d'éléments requis dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché sont de plus en plus complets. Aujourd'hui, l'autorité administrative et scientifique va délivrer des autorisations de mise sur le marché pour 10 ans au maximum, c'est-à-dire que tous les 10 ans, les produits doivent repasser à la moulinette des nouvelles exigences, et si entre-temps des données scientifiques apparaissent, il peut y avoir une réévaluation anticipée qui est déclenchée. Alors comment on peut aller plus loin? Alors je vous l'ai dit, pour réduire les risques, on réduit la dangerosité des produits, donc des matières actives, mais également des formulations. Par exemple, vous avez peut-être votre machine à laver, vous avez des petits sachets hydrosolubles, ça peut être aussi le même type de concept. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés également sur des granulés hydrosolubles. Quand vous les versez, il va pas y avoir de poussières qui vont être émises, comme des formulations plus anciennes sur des poudres par exemple. Et puis le deuxième volet, la réduction de l'exposition. Et là, c'est l'effort de tous, de toute la filière agricole, pour essayer de donner un certain nombre d'informations, de formations aux utilisateurs pour utiliser les bons gestes, les bonnes pratiques. Et là, je crois qu'il y a une plateforme, c'est ça qui est mis en place? Alors, on a un certain nombre d'outils qui sont développés. Sur l'ensemble de ces sujets-là, l'idée, c'est pas de rester, nous, industriels, seuls, mais c'est de co-construire avec l'ensemble de la filière agricole. Par exemple, on travaille sur des campagnes de prévention sur lesquelles on travaille depuis chaque année avec les partenaires de la filière agricole. Ici, par exemple, un tel outil de travail, ça se protège. Avec des belles mains d'agriculteurs sur le dessus. Exactement. L'objectif, c'est de travailler sur 4 objectifs. Améliorer l'information, faire en sorte que chaque utilisateur connaisse bien les conditions d'emploi bien spécifiques de chacun des produits. Travailler sur l'organisation du travail, parce que souvent c'est un petit peu dans la précipitation, donc faire en sorte de donner les bonnes règles pour anticiper les chantiers de traitement. Et puis travailler sur la séparation entre ce qui est privé et ce qui est professionnel. La cour de ferme, c'est un endroit où vont se côtoyer ces deux sphères privées et professionnelles, et donc donner les bonnes pratiques. Comment gérer des vêtements de travail qui ont pu être souillés, comment gérer le téléphone qui est dans la poche et qui revient à la maison, les poignées de porte ou la voiture simplement de la famille. Donc un certain nombre de conseils à ce niveau-là. Le troisième chapitre, c'est tout ce qui a trait à l'hygiène. Quand on sait que 60 à 80% de l'exposition passe par les mains pour les opérateurs, 60 à 80%, c'est évident qu'un bon lavage des mains régulier va avoir un vrai rôle dans la diminution de l'exposition des opérateurs. Et donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'autres outils. Un sticker qu'on peut mettre à côté du lavabo pour bien expliquer les différentes phases dans un bon lavage des mains. Ça, c'est quand on a une exploitation qui est assez grande et où on a des ouvriers agricoles, où évidemment on peut afficher ce genre de conseils. Mais est-ce que on sait la taille des exploitations aujourd'hui sont beaucoup familiales, est-ce que pour une exploitation de taille familiale, on peut aussi retrouver ces conseils sur d'autres types de supports? Alors exactement, l'objectif de la plateforme qu'on est en train de mettre en place, c'est de pouvoir fournir des outils, des documents, des éléments de formation qui vont être spécifiques en fonction des niveaux d'investissement des entreprises ou des exploitations, évidemment de la taille de ces exploitations. Donc c'est un vrai enjeu qu'on a à faire cette année. On était beaucoup sur des guides de bonnes pratiques. Donc vous voyez l'épaisseur. Évidemment, oui. C'est des documents qui sont extrêmement bien faits et qui donnent des règles. Vous devez porter des gants. L'objectif de cette démarche, ça va être d'aller un cran plus loin et donc de décrire les bons gestes qui vont permettre de résoudre les différentes règles. Quand on dit par exemple porter des gants, l'idée ça va être de développer des petits outils, des petites vidéos pour dire comment porter les gants, quels gants choisir, comment les entretenir, comment laver ses mains alors qu'on a encore les gants à la main. Tous ces éléments qui sont évidemment les gestes au quotidien qui permettent de répondre à ces bonnes pratiques agricoles. Et puis on a 2 autres gros projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Le premier qui est l'amélioration de la lisibilité des étiquettes. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs se retrouvent devant des pavés réglementaires extrêmement complexes. Et l'objectif est de mettre autour de la table l'ensemble des industriels de la protection des plantes pour essayer de trouver des codes couleurs, des logos qui seraient communs pour favoriser et faciliter la lecture des agriculteurs. Et le dernier travail que l'on mène aujourd'hui, c'est un travail de standardisation des bidons. Vous le savez peut-être, mais il y a des progrès et des projets d'innovation en termes de machinisme agricole.
L'objectif est de développer un certain nombre de systèmes où l'on viendrait clipser les bidons directement sur les cuves de remplissage. Et donc, il n'y aurait plus de contact entre le produit et l'agriculteur. Et ça passe par un travail de standardisation des goulots, des pas de vis, etc. Un travail qui doit être mené au niveau européen pour essayer de faciliter cette standardisation de l'ensemble des produits des différentes marques qui sont à la disposition des agriculteurs. Julien Durand-Réville, merci beaucoup de nous avoir là apporté cet éclairage et cette expertise. Je rappelle que si vous aussi, vous voulez d'autres renseignements sur ce plan de prévention des risques quelque part à l'échelle de l'exploitation, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UIPP pour avoir quelques conseils. Alors justement, de la prévention des agriculteurs à la prévention des animaux, il n'y a qu'un pas que je vais franchir d'ailleurs allègrement avec vous, Michel Combes, président de GDS France. En 2 mots, représenter GDS, qui est le groupement de veille sanitaire sur tout le territoire, c'est ça? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, oui, rappeler quand même rapidement ce que sont les GDS. Les GDS sont des associations d'éleveurs qui sont nées il y a une 60aine d'années aux côtés de l'État et des vétérinaires. Associations qui accompagnent les éleveurs dans les crises sanitaires que malheureusement on vit au quotidien. On vit au quotidien, justement, on va aborder les 2 crises sanitaires qui ont touché là aussi les éleveurs, que ce soit la fièvre catarrhale ovine ou alors la grippe aviaire tout dernièrement. Justement, comment votre réseau est émaillé pour faire remonter assez rapidement, justement, quand une épidémie naît? Disons que notre réseau, déjà, le maillage part de chaque département. J'ai omis de le dire tout à l'heure, c'est quand même très important. Un GDS est présent sur chaque département. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une veille sanitaire, une surveillance, si je peux employer ce terme-là, permanente sur tout le territoire et de façon à pouvoir être réactif lorsqu'il y a un problème. Et réactif, bien sûr, auprès des éleveurs, mais aussi auprès des pouvoirs publics, auprès des vétérinaires, enfin, toute la chaîne. Et bien justement, c'est ce qu'on a vu avec la grippe aviaire dans le sud-ouest. C'est vrai que vous avez réagi assez rapidement en mettant dans un premier temps en quarantaine et dans un deuxième temps en décidant de complètement stopper les élevages, en fait. C'est bien ça? Oui, mais disons que nous ne sommes pas les seuls à avoir pris cette décision, bien sûr. C'est vrai que nous avons dû réagir très vite. Le premier point, c'était de pouvoir organiser tout ce qui était désinfection sur les élevages, de façon à limiter le plus rapidement possible la propagation de la maladie, bien sûr. Et ensuite, il faut mettre tout en place de façon à éradiquer cette maladie, si je peux employer, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne réapparaisse pas tout de suite. Ce que le consommateur que je suis a du mal des fois à comprendre, c'est comment justement peuvent apparaître ces épidémies en fait. Parce que ce n'est pas des générations spontanées. Non, aujourd'hui, on a plusieurs épidémies. Si on prend la FCO, on sait que le vecteur est un moustique, pour parler simple, face aux consommateurs. Je pense que le réchauffement climatique n'est pas du tout étranger à ces propagations, à ces maladies nouvelles qui nous arrivent. Il y a quelques années de cela, cette maladie n'était pas connue sur notre territoire. Je parle bien de la FCO, là. Et il en va de même pour d'autres maladies comme la grippe aviaire. Même si le vecteur n'est pas un moustique, nous avons aussi d'autres problèmes. De plus en plus, les gens se déplacent. De plus en plus... oui, la mobilité amène... La mobilité, voilà, merci. Ouais, la mobilité amène des virus qu'on ne connaissait pas. Justement, l'action de GDS, elle va, vous l'avez dit, sur l'état sanitaire des exploitations, mais est-ce qu'elle va jusqu'à... j'allais dire, faire des actions de lobbying auprès de l'État pour justement financer la compensation liée à la perte d'exploitation. Bien sûr que l'accompagnement, c'est pas que sur la crise, c'est pas que face à la maladie, c'est aussi face à toute la problématique économique que ça occasionne sur l'exploitation concernée. Et donc là, nous avons un rôle primordial à jouer. Depuis 60 ans, nous avions, dans le cadre des GDS, mis en place ce que nous appelions des caisses de secours, c'est-à-dire les éleveurs mettaient la main à la poche pour constituer des caisses qui permettaient d'intervenir le jour où il y avait un souci. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. L'État, à l'époque, intervenait très fortement à nos côtés. Aujourd'hui, face à un désengagement quand même un peu plus prononcé, pour ne pas dire beaucoup plus prononcé, de la part de l'État,
nous avons, avec la profession, décidé de mettre en place une caisse qui s'appelle le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, qui permet d'intervenir aux côtés de fonds État-Europe, de façon à ce que les éleveurs puissent là aussi être indemnisés le mieux possible, on va dire. Est-ce qu'on doit s'attendre à une recrudescence justement de ce type de crise et donc du coup, est-ce qu'on doit réfléchir à un autre système assurantiel pour ce genre de crise? Alors, système assurantiel, malheureusement, quand on parle de sanitaire et notamment dans le monde animal, on se rend compte que les assurances tournent vite le dos parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévenir. Je faisais allusion tout à l'heure à la FCO. Ouais. Il y a quelques années, la FCO, la fièvre catarrhale ovine, du moins, tout le monde disait, de toute façon, ce n'est pas pour nous. La France peut être concernée, et éventuellement peut-être dans le sud, mais ça n'ira jamais plus loin. Et elle nous est arrivée par la Belgique. Donc aujourd'hui, quand les compagnies d'assurance voient l'impact que ça peut avoir, tout le monde tourne vite le dos. C'est aussi pour ça que nous avons mis en place ces fonds, et notamment ce fonds de mutualisation sanitaire. Alors c'est vrai qu'un fonds de mutualisation, ça permet, j'allais dire, de faire des bas de laine quand ça va bien et de redépenser quand justement on a une crise. Mais si on a une recrudescence de crise, comment on va remplir le bas de laine? On va remplir le bas de laine, c'est bien sûr tous les éleveurs, tous les agriculteurs qui vont devoir contribuer. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où la gestion est transparente de ce bas de laine, pour reprendre votre terme. Quand on a une gestion tout à fait transparente, qu'on est clair vis-à-vis de celui qui cotise, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trop de soucis, même si nous sommes dans une crise économique quand même sans précédent, quoi. Autre question, comment est-ce que les groupements départementaux de veille sanitaire prennent en compte aussi la dimension sociale? C'est vrai qu'on a vu notamment dans la crise aviaire ces derniers mois, on a vu carrément des exploitations familiales qui ont plus de travail pendant 6 mois et il y a aussi une acceptation sociale de ce risque-là. Bien sûr, mais ça c'est depuis la création des GDS, j'ai envie de dire. À l'époque, quand les GDS ont été mis en place, il y avait de la fièvre afteuse partout en France. Et les services de l'État étaient complètement désemparés face à cela. Aller expliquer à un éleveur qu'il faut abattre tout son troupeau, c'est-à-dire casser son outil de travail, c'est quand même ça, l'État n'arrivait pas à le faire. Et qui mieux qu'un éleveur peut aller expliquer à un autre éleveur l'intérêt qu'il a à le faire, bien sûr en mettant en face des mesures d'accompagnement et tout ça. Et c'est comme ça que les GDS sont nés. Et aujourd'hui, bien sûr que ça continue. Nous faisons aussi beaucoup d'accompagnement social, bien sûr. C'est là où vous avez justement une vraie force. Je pense qu'un éleveur qui parle à un éleveur, c'est un vrai atout. Merci Michel Combe. Je vous rappelle que vous étiez président de GDS France. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on arrive à la fin de cette partie actualité de ce mardi au Salon de l'Agriculture et je vous propose de passer à la partie débat. Retour donc sur le plateau de Terre d'Info, le JT pour notre partie débat qui est consacrée aujourd'hui à l'agriculture et la forêt face au réchauffement climatique en compagnie de mes deux invités. Jean-Yves Collet, bonjour. Vous êtes président de l'ONF, qui est l'Office national des forêts, qui gère toute la forêt publique en France, c'est bien ça? Toute la forêt publique, mais seulement la forêt publique. Il y a 75% de forêt privée, il ne faut pas l'oublier non plus. Et en face de vous, vous avez Hervé Guyomard, qui est directeur scientifique de l'INRA et qui a beaucoup travaillé sur l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture et la forêt au sens large, c'est bien ça? Oui, bonjour. Et je crois que l'INRA fête ses 70 ans. L'INRA fête ses 70 ans, sur le stand juste à côté. Sur le stand juste à côté. Alors, évidemment, quand on parle de forêt, on se dit que, fatalement, comme elle couvre plus de 30% de la surface de la France, aujourd'hui, ça peut être un puits à carbone fantastique. Alors oui, d'autant qu'elle augmente, hein. Je le dis pour rassurer tout le monde, dans notre pays, la forêt augmente en surface de 0,6% par an. Il n'y a pas de déforestation en France, même si ici ou là, on peut avoir quelques soucis de modalité d'exploitation. Évidemment, on devrait dire les forêts, tellement elle est variable. Ça fixe le carbone par la photosynthèse, mais ça n'a un bilan positif à terme que si on utilise le bois pour le stocker et pour le substituer à des matières issues du pétrole notamment. Alors justement, est-ce qu'il y a un risque de perte de forêt sur notre territoire lié au réchauffement climatique? Alors la forêt, elle est là pour de longues durées et donc elle est impactée par le changement climatique potentiellement. D'ailleurs, l'INRA a fait d'excellentes études là-dessus qui montrent que les zones optimum des différentes essences vont changer dans le siècle qui vient. Donc si nous voulons que la forêt continue de nous rendre service,
Il faut qu'à notre tour, comme nous sommes les responsables du changement climatique, nous lui donnions la main pour la faire évoluer par une sylviculture prudente mais en même temps imaginative pour qu'elle soit encore au rendez-vous malgré le changement climatique dont nous sommes encore une fois la cause. Avec Guillaume, dans les études prospectives et les différents scénarios que vous avez réalisés, ça veut dire que quoi, qu'on aura des pins, des landes dans les Vosges? Non, mais en fait, ce qu'on cherche à regarder, c'est sous différents scénarios de changement climatique qui englobent des paramètres sur la température et des paramètres sur la pluviométrie. C'est de voir en gros la répartition à la fois des cultures, des élevages et la répartition des forêts, comme ça a été dit très très bien avec des S, et aussi à travailler du coup à la fois en termes de culture, en termes d'animaux et en termes de forêts qui permettent de mieux s'adapter à différents scénarios de changement climatique. Alors, à s'adapter à la température, mais s'adapter aussi à un changement de biodiversité, peut-être lié à ce changement climatique également? Écoutez, je pense que si l'on considère la biodiversité comme une sorte de banque extraordinaire pour s'adapter à l'évolution des choses dans le temps et dans le long terme, effectivement, la forêt, si on veut qu'elle continue d'être un réservoir, il faut, encore une fois, la préserver, la faire évoluer grâce à la recherche, grâce à la prudence aussi des forestiers qui peuvent observer localement les changements de situation pour essayer de faire en sorte que ce que nous avons aujourd'hui ne soit pas non pas conservé, mais puisse évoluer pour être encore un couvert forestier demain et offrir un abri à une biodiversité qui devrait être toujours aussi riche, même si elle évoluera, elle aussi, avec le changement global du climat en fonction des déplacements des espèces et des conditions qu'elles peuvent rencontrer. On est en plein cœur de ce débat, donc si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos invités, c'est bien simple, il suffit d'aller sur le site www.pleinchamp.com ou sur le site www.campagne-tv.com et nos invités y répondront en fin d'émission. Avec Guillaume, on a parlé de forêt, de biodiversité qui est à l'intérieur de sa forêt, mais est-ce qu'on doit parler aussi des sols pour prendre l'interaction globale justement face à ce réchauffement climatique? Oui, évidemment qu'on doit parler des sols, à la fois des sols agricoles et des sols forestiers. Et donc le sol qui est qui stocke du carbone, qui est un énorme réservoir de carbone. Et donc, la question, c'est comment vous arrivez en fait à optimiser le stockage du carbone par le sol, à vous assurer que est-ce que vous pouvez augmenter ce stockage de carbone dans le sol. Donc, il y a une initiative qui a été lancée à l'initiative de la France et qui a été reprise dans le cadre de la COP21, qui est d'augmenter en fait le stockage de carbone. Je répète, en agriculture et en forêt. Donc c'est ce qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000. Et en gros, l'idée, c'est d'augmenter le stockage en fait, de carbone dans les sols de telle façon que ça puisse pratiquement annuler les émissions annuelles de tout l'ensemble de l'activité économique et non économique d'ailleurs. Bon, mais évidemment, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, c'est une voie de progrès pour lutter contre le changement climatique à la fois en forêt et en agriculture. Accroissement donc de la forêt, Jean-Yves Collet, pour répondre au changement climatique, évolution des espèces donc sur le territoire. Comment on s'y prépare justement quand on est à la tête de l'organisme de l'Office national des forêts? Écoutez, d'abord, on respecte le travail de nos anciens. Ensuite, on écoute ceux qui éclairent la perspective avec la recherche. Et puis, on maintient surtout un effort en recherche-développement parce qu'on ne peut pas se contenter de dupliquer les anciennes recettes. Il faut être à l'écoute, il faut être inventif, même si le temps de la forêt est long, nous n'avons devant nous qu'un siècle pour nous adapter. Il faut savoir que pour un forestier, 50 ans, c'est quasiment le court terme, c'est la récolte d'après. Donc nous avons une échéance à 50 ans qui est importante, de savoir ce que nous ferons à cette échéance-là pour être sûr de préserver pour nos petits-enfants un couvert forestier adapté aux conditions du climat de l'époque, que nous espérons bien entendu aussi peu catastrophique que possible avec les efforts de la COP21, mais qui néanmoins aura évolué. C'est un travail de tous les jours. Que planter aujourd'hui? Faut-il, dans une période intermédiaire, avoir une récolte plus précoce pour arriver à sauter le pas vers l'épisode du siècle suivant ou pas? Ça dépend des circonstances. Beaucoup de modestie, beaucoup de recherche-développement, beaucoup de respect du travail antérieur, mais aussi et surtout, je le redis, il ne s'agit plus de protéger la forêt telle qu'elle est. Nous avons déréglé le climat. Nous sommes responsables des conditions dans lesquelles la forêt qui nous aide à supporter ce changement climatique va pouvoir continuer à le faire. Nous devons agir. Il ne s'agit pas de protéger passivement, il s'agit d'être proactif et de prendre nos responsabilités en tant qu'être humain. Et puis bien entendu, si dans notre pays la forêt ne recule pas,
Il faut savoir qu'ailleurs, elle recule et il vaut mieux préserver la forêt des autres comme la nôtre, utiliser notre bois sur notre territoire plutôt que d'aller le chercher ailleurs où il est parfois exploité dans des conditions de déforestation très condamnables pour le climat. Avec Guillaumard, comment justement vous pouvez conseiller l'ONF? Comment vous imaginez les scénarios prospectifs pour justement conseiller les essences à Jean-Yves Collet de l'ONF? C'est-à-dire que dans quelle hypothèse on se met pour pouvoir être au plus près de la réalité qui aura lieu dans 20 ans ou dans 30 ou dans 50 ans? La première chose, c'est d'augmenter les connaissances. Parce qu'il y a quand même encore, même si on sait que par rapport au réchauffement climatique, il y aura une augmentation de la température, que l'on sait les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est de continuer en fait à observer et de développer donc des infrastructures d'observation, parce que ce que l'on sait de plus en plus aujourd'hui, c'est que quand même en termes d'émissions, il y a une grande variabilité en fonction de l'environnement global dans lequel ça se situe. Et donc par exemple des forêts ou des terres agricoles, une année peuvent émettre une certaine quantité ou stocker une certaine quantité, mais en fonction du climat, de la température, etc., peuvent l'année suivante ou à une autre période être dans une situation totalement différente. Et donc il faut qu'on éclaire ça, il faut qu'on comprenne les mécanismes sous-jacents, et surtout il faut que l'on ait en fait une démarche, comme ça a été dit tout à l'heure dans le cas de la forêt, ce qu'on va décider aujourd'hui, c'est pour quand même, ça va durer un certain temps, c'est donc d'avoir une démarche dans laquelle la recherche-développement et l'innovation travaillent de concert, de telle façon qu'on arrive à prendre les meilleurs choix, même dans l'incertitude dans laquelle on est, en couplant donc les différentes disciplines, y compris des disciplines permettant de comprendre le comportement des acteurs forestiers, puisque, comme ça a été dit, il y a beaucoup d'acteurs privés. Et donc, c'est assez difficile parce qu'il y a une multitude d'acteurs et de situations à prendre en compte. Il faut aussi regarder les politiques publiques qui peuvent appuyer. Et c'est comme ça que l'on travaille. Et donc, si vous voulez, alors, on peut être un peu déçu, si vous voulez, de ne pas donner de grandes recettes. Mais en fait, il faut travailler au cas par cas dans chaque situation. Est-ce qu'il faut prendre en compte aussi la dimension sociale, à la fois des agents qui entretiennent la forêt et à la fois des propriétaires forestiers privés? Mais tout à fait, c'est même l'enjeu majeur. Si vous voulez, dans la loi sur l'avenir de l'agriculture et la forêt, on a instauré un programme national et des programmes régionaux de la forêt et du bois qui doivent être soumis au débat public. Parce que tout ce dont nous échangeons là maintenant n'est pas forcément partagé du grand public. Le grand public aime la forêt, sait qu'elle rend service, en profite et veut la conserver. Et c'est assez compliqué de faire comprendre que la conserver ne suffit pas. Il faut la travailler, il faut récolter au mieux les bienfaits qu'elle nous offre pour la protection des nappes phréatiques, pour la protection des sols, aussi en montagne notamment, mais aussi pour la fixation du carbone, et que tout ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en travaillant, en acceptant encore une fois sa responsabilité à l'égard de la forêt. Quand on est citadin et qu'on veut du bois dans son mobilier, il faut savoir que la meilleure chose à faire, c'est que le bois vienne de la forêt d'à côté où on va se promener le dimanche. Et il faut peut-être faire comprendre là aussi aux randonneurs du dimanche que son environnement peut changer. Ce sont nos alliés. Nous devons faire cause commune, mais nous devons aussi en tant que forestiers avoir la modestie de dire que parfois nos modalités de travail ne sont pas forcément idéales. Vous savez, je dirais un mot très simple, j'appelais à la modestie tout à l'heure. Les grandes recettes, les ifocons, yaka sur des sujets qui vont durer un siècle dans une forêt aussi diverse que la forêt française, ça ne fonctionne pas, c'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Donc, vous savez, je pense que il me vient à l'idée cette citation d'Albert Einstein qui disait « Savoir est moins intéressant que comprendre et comprendre est moins intéressant que regarder ». En la matière, regardons, essayons de comprendre et surtout ne prétendons pas savoir avant d'avoir compris. C'est un peu la philosophie de l'INRA, Hervé Guillaumard, sur ces aspects-là. Oui, c'est la philosophie de la recherche en général, mais c'est vrai, je vais réinsister sur le problème de la compréhension et par rapport à la question que vous posiez sur les aspects sociaux et économiques, de bien prendre en compte les comportements des acteurs. Parce que tout à l'heure, ça a été dit que, par exemple, la forêt française augmente en termes d'hectares consacrés, mais en fait, au-delà de ce constat qui est vrai, c'est un jeu subtil quand même, parce que si vous avez trois usages, en gros, très rapides des terres, vous avez les terres agricoles, la forêt et, mettons, l'artificialisation au sens large. Et en fait, vous avez plein de flux. Vous avez des terres qui partent de l'agriculture à la forêt, mais d'autres qui reviennent à l'agriculture. Oui. Et donc, il faut comprendre à la fois les comportements dans un sens et dans un autre.
Et ce qui veut dire que je reviens au fait qu'il faut avoir des expérimentations, des analyses qui soient adaptées et qui intègrent en fait le comportement des acteurs. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que finalement on ne pourrait pas faire de la forêt un atout pour lutter contre le changement climatique? En plus du stockage de carbone, on a parlé aussi des capacités épuratoires de la forêt vis-à-vis de l'eau, mais est-ce que finalement il ne faut pas développer ou densifier des forêts existantes pour que justement ce soit un atout supplémentaire pour lutter contre le changement climatique? Jean-Yves Collet. Tout l'enjeu, c'est d'optimiser ce que la forêt, dans sa composition normale, habituelle, nous offre. Elle nous offre des tas de choses. Elle nous offre des lieux de récréation, elle nous offre une capacité d'épuration, elle offre une capacité d'hébergement de biodiversité et une captation du carbone pour peu qu'on utilise le bois qu'elle fournit. Nous devons optimiser tout cela dans un équilibre en fonction des situations, un équilibre économique et social, c'est ce qu'a dit tout à l'heure. Ça n'est pas uniquement de la technique. Mais je voudrais rebondir sur une chose. On parle souvent en France et dans les pays de l'ouest de l'Europe, l'agriculture, la forêt, avec cette vieille frontière qu'on a repoussée de temps en temps pour défricher. Mais peut-être que l'avenir serait de repenser des assolements à très long terme, où les sols pourraient se reposer pendant quelques décennies sous des couverts ligneux, ne disons pas forestiers, mais ligneux, puis revenir à des productions agricoles. Il y a peut-être des réflexions à faire, comme en milieu tropical d'ailleurs, mais en milieu tempéré, et réconcilier un peu, non pas dans l'agroforesterie, qui serait une juxtaposition sur la même parcelle, mais sur un partage de l'espace dans le temps et un assolement nouveau. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur ces sujets-là. Sur cette notion finalement de densification de la forêt existante? Oui, la question c'est que la forêt est un écosystème qui remplit plusieurs services. Il y a des services positifs et des services qui peuvent être moins positifs, quand même, il faut le dire. Et en même temps, c'est une activité économique aussi, voilà. Et donc la question, mais tout comme l'agriculture, c'est de travailler à l'optimisation de ces services, à bien identifier en fait des compromis que l'on peut avoir et d'associer en fait des règles de gestion en intégrant les acteurs. Donc l'INRA par exemple développe un programme sur ce qu'on appelle dans le jargon les services écosystémiques, c'est en gros l'ensemble des services rendus à la nature. Les services rendus, mais aussi les services productifs, les services marchands, voilà. Et c'est donc comment vous gérez cela en connaissance de cause, en essayant en fait de réduire les antagonismes et de maximiser les complémentarités. Ça rejoint toujours le problème qu'on doit faire ça un peu au cas par cas, ce qui est beaucoup plus difficile pour la recherche. Et donc, toujours pour revenir sur l'histoire des sciences sociales, quand vous dites laisser reposer et donc avoir des périodes, disons, d'utilisage des terres alternées beaucoup plus longs, ça se heurte à la difficulté que l'acteur gestionnaire, qu'il soit agricole ou forestier, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large et donc c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que par exemple l'agroforesterie qui fait partie aussi par exemple des solutions pour l'agriculture et pour augmenter le stockage de carbone. Justement, on a le temps de prendre une question, celle que vous avez posée sur le site www.pleinchamp.com ou sur le site campagnetélé.com. Dominique Duvard pose la question suivante. On incite des agriculteurs à planter des arbres ou des haies. Pourquoi ne pas faire la même chose pour tous les citoyens avec tous les jardins pour lutter contre le changement climatique? Jean-Yves Collet. Écoutez, tout ce qui peut varier le paysage, fournir des frontières, des habitats mixtes entre du découvert et du couvert est favorable à la biodiversité, indépendamment même de la production ligneuse que ça peut occasionnellement, on appelle ça la forêt linéaire. Je dis très simplement que l'apport sera bien plus bénéfique en termes de protection contre le climat, contre les vents, contre le dessèchement local, contre l'uniformisation des territoires pour la biodiversité qu'en termes de production forestière proprement dite. Mais oui, c'est important, bien sûr, chacun peut participer. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat du jour. Nous on se retrouve dès demain en direct 12h15 ici sur le plateau de Terre d'Info, le JT pour un nouveau magazine. Et d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Au revoir.